Culture Chic, influence pop, courant choc. Bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale design. Depuis 1963, cette drôle de bâtisse ronde héberge des voix emblématiques des ondes françaises. Visite de la maison de la radio. Bol d'air frais dans le design avec Eric Schmitt, un rendez-vous champêtre pour des créations intemporelles. Architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, Le Corbusier a laissé son empreinte dans la capitale, on l'a suivi à la trace. La céramique devient un support de tissage quand elle rencontre les mains de Silver Sentimenti, technique poétique. Déniché aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine. C'est notre point de vue design. Le recyclage est à la mode et c'est tant mieux, s'inscrivant parfaitement dans cette tendance, Cul de Bouteille détourne les bouteilles de vin pour les transformer en verre, en vase et en bougies et ainsi leur donner une seconde vie. Née dans une grange du Pas-de-Calais, cette entreprise a pris son envol et emploie désormais une dizaine de personnes. Cheers! Vous connaissez Casper le fantôme, voici sa version design, Louis Ghost. Incontournable pièce du design du créateur Philippe Starck, cette chaise est inspirée d'un des fauteuils de Louis XVI. Souvent relookée, malmenée, transformée, c'est la reine des collabs, ce qui en fait sûrement son secret de longévité. Le plastique, c'est fantastique. Pour connaître ces classiques design sur les bouts des doigts et pouvoir lâcher un set commode en rocaille, c'est tellement 18e lors de vos dîners plus ou moins mondains, il vous faudra réviser avec le guide des styles. Au fil des pages, vous découvrirez comment reconnaître l'époque d'un meuble ou encore la patte d'un designer en un coup d'œil futé. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Derrière ce nom anglais se cache une marque de bougies fabriquée en région parisienne. Pas de mèche en coton, mais une petite tige de bois qui vient matcher avec le reste de l'ambiance Flower Power. Mélange d'aromathérapie et de déco, de quoi raviver la flamme de vos intérieurs. Rendez-vous au cœur de l'emblème des voix radiophoniques de l'Hexagone. Nous vous avons ouvert les portes des coulisses de la maison de la radio. À la radio, fallait-il une maison ? Une question posée par Charles de Gaulle et il a bien sûr dit oui, pas dans son appel du 18 juin, mais en inaugurant ce bâtiment en 1963. Imaginé en pleine guerre froide par l'architecte Henri Bernard, le nouveau siège de la radio-télévision française en impose. Et ce n'est pas notre guide du jour, Emmanuel Laurentin, homme de radio et d'histoire, qui dira le contraire. L'idée, c'était justement d'avoir un endroit qui permette d'être protégé en cas d'invasion à nouveau, puisque la Radio Londres avait été le lieu de la résistance à l'occupant, donc il fallait avoir un endroit qui soit comme une forteresse, et cette forteresse permet de recevoir du monde entier et d'envoyer dans le monde entier les sons qui permettent de faire de la radio. Et rien n'a été laissé au hasard. Son emplacement déjà tout près de la Tour Eiffel pour profiter pleinement des émetteurs de la Dame de Fer et à bonne distance du métro. Pas question d'entendre des tremblements souterrains à l'antenne. Maison ronde de 500 mètres de circonférence, la forme a de quoi surprendre. Pour une acoustique parfaite, les studios ont été construits en forme de trapèze et mis bout à bout, cela forme un cercle. C'est une machine à faire vivre aussi les gens qui vivent dans cette radio, puisqu'il y avait aussi à l'époque, dès la naissance, une banque, les représentants des postes, il y avait le représentant d'Air France. C'est une sorte de construction qui permet théoriquement de vivre quasiment en autarcie et de faire de la radio 24 heures sur 24. On s'attarderait bien ici, mais l'heure tourne. Et ce que vous allez voir, c'est un peu un truc de lève-tôt, une matinale de radio. Bienheureux l'auditeur qui l'écoute, le nez dans son café, mais entre 7h et 9h, toute l'équipe a déjà la tête dans les écrans et sur les moniteurs pour faire tourner l'émission et diffuser la voix des journalistes comme Léa Salamé. En permanence, on fait des signes, on demande à quel moment ça finit. Ils nous parlent dans le casque en permanence aussi. Moi, ils me disent souvent, il faut terminer maintenant, Léa. La régie, c'est où tout se passe. Avec leurs doigts de fée, les techniciens rendent la couleur de la matinale. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Devant son poste de radio, impossible de s'en douter, mais en 2 heures, plus d'une quinzaine de personnes vont et viennent à l'antenne comme en coulisses. Un chassé-croisé sur le fil du chrono, en toute discrétion. Il est temps de retrouver Emmanuel dans l'un des foyers fermés au public, orné d'une tapisserie à couper le souffle.
Cette œuvre est particulièrement majestueuse puisqu'elle a été composée pour l'endroit. Et cette tapisserie de Soulages est exactement placée à l'endroit où elle avait été prévue. On le voit bien d'ailleurs par la découpe de cette tapisserie qui a été récemment rénovée. Il faut dire qu'à l'époque, la France vivait les 30 Glorieuses et la tentation de faire de ce bâtiment du service public une vitrine culturelle était grande. Des bas-reliefs de Louis Legge, une fresque de Georges Mathieu ou un graphe de l'artiste André. Pour le public averti ou les employés, la maison recèle aujourd'hui encore des trésors d'art et de design et dans les mémoires, quelques vestiges historiques. Par exemple, avec, maintenant il n'existe plus, mais des studios qui étaient là pour pouvoir émettre en cas de guerre nucléaire à l'intérieur de la maison de la radio. Donc il y a des petits secrets comme ça un peu partout qu'on découvre au fur et à mesure qu'on découvre la maison. Moi, ça fait 33 ans que j'y travaille et en 33 ans, j'ai encore parfois des difficultés à m'y mouvoir. On vous le confirme, c'est un vrai labyrinthe, des kilomètres de couloirs, des dizaines de bureaux et de studios. En route, on tombe même sur un endroit pas banal, la microthèque. Ici, les micros entrent et sortent au gré des reportages et quelques pépites parfois vintage sommeillent dans les tiroirs. Et en parlant de son, la maison de la radio, c'est aussi un écrin hors pair pour la création et la production musicale. Depuis sa rénovation en 2004, elle héberge un auditorium et l'un des 3 orgues de salle de France. Un héritage radiophonique des années 30, toujours cultivé entre ses murs. La particularité, c'est d'avoir ce grand auditorium en particulier pour permettre justement aux orchestres de venir exécuter les œuvres au sein de la Maison de la Radio et de permettre ainsi à un public de venir à la Maison de la Radio en dehors des émissions de radio. Longtemps forteresse, la Maison de la Radio semble toujours plus s'ouvrir au public, mais on vous l'assure, certains de ses secrets de fabrication resteront bien gardés. Amour des matériaux et lignes épurées, voici les pièces design d'Eric Schmitt. Le designer nous a reçus chez lui. Depuis 30 ans, le créateur Eric Schmitt habille les intérieurs de multiples objets sobres mais élégants au look résolument raffiné et épuré. Autodidacte, il n'avait pas vraiment prévu cette carrière. À ses débuts, son truc à lui, c'était plutôt la musique. D'un naturel discret, un brin énigmatique, il a su se faire connaître jusque dans les hautes sphères du design. Mais n'allez pas lui dire que son métier, c'est juste designer. À une époque, j'étais embêté parce que j'avais cherché un autre nom. Et j'étais tombé sur Ruhlmann qui s'appelait Meublier. Je trouvais ça pas mal d'ailleurs, ça s'appelait Meublier, parce qu'au moins, ça rectifiait l'angle directement sur le meuble. Dans son studio du Marais parisien, il évolue au cœur de ses créations qui se font écho, tout en rondeur. Et quand on lui demande son secret pour imaginer ces objets, il évoque sans prétention une mécanique cérébrale bien huilée. C'est comme des boules qui s'entrechoquent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça recrée autre chose. Et donc tous les jours, je me remets sur tous les projets que je fais, je recherche toujours une autre direction. C'est le moteur principal. C'est le moteur qui a réalisé ces pièces que vous voyez en verre, ces pièces que vous voyez en bois, tout. Ici, la déco respire la sérénité et pour distinguer les sources de son inspiration, il faut changer de décor. Au revoir le tumulte parisien, direction la Seine-et-Marne et son atelier presque en lisière de forêt. Depuis 1996, c'est ici que la magie opère. Entouré d'une demi-douzaine de collaborateurs et de créations récentes ou en cours, c'est à ce bureau que ses mains traduisent ses idées. Là, je suis en train de retravailler sur une lampe que j'ai dessinée il y a longtemps. Le projet avait été un peu mis de côté. C'était un mât de lampadaire avec des pierres semi-précieuses. Et puis, il va sûrement voir le jour, ce qui est plus agréable que des projets qui ne voient pas le jour, ce qui arrive aussi de temps en temps. Pour Eric Schmitt, projet mis de côté ne veut pas dire projet oublié. Il compile toutes ses idées dans des carnets de croquis datés, véritables archives de son parcours. Je retrouve le croquis qui me resserre à retravailler et à voir tout ce que j'avais fait. On voit bien là les onyx. Je pense aux matériaux en même temps que je dessine, c'est-à-dire que finalement j'ai plus d'effort à faire par rapport à ça parce que je connais suffisamment les matériaux pour savoir si je vais les associer ensemble. Donc quand je suis une idée, elle n'est pas seulement dictée par la matière, elle m'est dictée par son ensemble. Il faut ensuite passer à la conception digitale, moment crucial où le dessin gagne ses 3 dimensions et la garantie d'être réalisable. En ce moment, le créateur travaille avec Afid, son assistant, sur un projet de lampe un peu audacieux, en métal et céramique, pour la manufacture de Sèvres. On a voulu que ce soit le plus juste possible, donc beaucoup travaillé sur les courbes, surtout sur les rayons. Et donc là, maintenant, on est en train de concevoir tout ce qui est technique, et ça, on le fait sur l'ordinateur. Donc le dessin a été vu, c'est les proportions, et maintenant, on essaie de trouver comment tout ça va tenir.
Pour ce projet qui sort de l'ordinaire, Eric et son équipe se rendront sur place, histoire de superviser la fabrication. Mais pour la plupart de ces pièces, il a un bon carnet d'adresses d'artisans. C'est des gens avec qui on travaille entre une trentaine et une dizaine d'années. Donc on peut leur envoyer un dessin et puis leur téléphoner. Il reste un petit détail à régler, la couleur. C'est là qu'entre en scène une collaboratrice bien particulière. Et là, le vert, il n'est pas très subtil. Et celui-là, il est très bien. Sandra Babéanou qui partage la vie d'Eric Schmitt au bureau comme à la maison. Ancienne costumière, elle apporte son regard expert tout en nuances, mais certainement pas en demi-teinte. Et quand on arrive comme ça au dernier moment et qu'on leur dit non, ça marche pas, ça marche, même si on est un peu directive, ça paraît comme une évidence parce qu'on n'a pas fait tout le cheminement, donc on a un regard neuf. Les pièces sont alors prêtes à être fabriquées, mais dans cet atelier, pas question de sous-traiter les finitions. C'est ici que les divers éléments vont être patinés et assemblés. Ce plateau va recevoir du verre et ce verre va recevoir son pied définitif en bronze. Donc il y a 3 assemblages délicats. C'est pour ça que si on veut superviser un peu tout, c'est toujours un peu délicat. Bientôt, un nouveau chapitre doit s'ouvrir pour l'atelier qui déménage à quelques encablures dans cette vieille ferme. Un sanctuaire pour Eric, cavalier passionné et amoureux des grands espaces. J'ai du mal à rester dans les villes maintenant. Il m'arrive de voyager, d'être pendant 10 jours ou 15 jours ailleurs pour une exposition ou quelque chose. Mais là aussi, je sais que je peux me contenir. Je peux très bien vivre pendant ces 15 jours à New York ou n'importe où. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire en sachant que je retourne à Paris. C'est peut-être ça son plus grand secret de fabrication. Un équilibre parfait entre un univers complexe et sophistiqué du design et un quotidien simple et serein, ni plus ni moins. Bonjour Eric. Bonjour Katharina. Si on part du début, de vos débuts, vous êtes installé à Saint-Denis dans un atelier avec un fer à souder. Votre travail s'apparente plutôt à celui d'un sculpteur à cette époque-là. Vous partez de quoi? Parce que ce n'est pas de famille réellement. Mais je pars de rien parce que je n'avais pas décidé de faire ça. Je faisais de la musique à l'époque. Donc c'est le hasard du lieu, parce que la plaine Saint-Denis était bardée de ferrailleurs. Et que dans l'atelier où j'étais, avec d'autres artistes, il y a quelqu'un qui avait un poste à souder. Voilà. Donc ça a simplement commencé comme ça, sans se dire je suis un artiste, je vais faire de la sculpture ou quoi que ce soit. C'est simplement les matériaux autour de moi et l'outil que j'avais sous les mains qui m'intéressait, qui a fait que j'ai commencé à faire des choses avec des matériaux de récupération. Comment votre travail a évolué? Parce que quand on regarde le début, on regarde maintenant, on voit vraiment un cheminement. Oui, alors c'est toujours assez difficile, là, je ne vais peut-être pas être à mon client, mais c'est toujours assez difficile de dire pour moi on évolue. Je ne veux absolument pas faire quelque chose dans la répétition. C'est pour ça aussi que je me mets aussi un peu à part. J'ai besoin d'ouvrir des portes, de savoir ce qui va s'y passer, si ça m'intéresse ou pas. Si ça m'intéresse, j'y reste. Si ça ne m'intéresse pas, je ferme la porte. Je vais en voir une autre. Et petit à petit, ça m'amène toujours vers des choses différentes. Les matériaux sont forcément très importants. Vous aimez les matériaux passéistes. J'aime les matériaux passéistes, c'est vrai, parce que finalement, c'est ceux, au bout du compte, que je trouve les plus agréables à regarder, les plus agréables à toucher, c'est quoi exactement? Les plus agréables à travailler. Le bronze, l'albâtre, le verre? Oui, le bronze, l'albâtre, les pierres en général, le verre, le cristal, les métaux, les bois. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux travailler qu'avec ces matériaux-là. Mais les matériaux de synthèse, j'ai besoin de sentir, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas loin. Par exemple, le corian est un matériau assez neutre, assez beau. Votre clientèle, ce sont des collectionneurs, ce sont des décorateurs, voilà. Oui, on parle plutôt des meubles très très haut de gamme. En effet, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. D'accord. Mais je pense que les choses peuvent se chevaucher. Je pense que maintenant, les choses sont prêtes pour ça. C'est-à-dire que... Vous êtes prête? Moi, je suis prêt, mais je pense aussi les gens. Vous voyez, on ne va plus dire « Ah, mais cette personne-là, non, il est spécialiste dans le verre. Ah non, lui, il ne pourra pas faire de scénographie parce que c'est je ne sais pas, il fait autre chose. » Je pense que maintenant, il y a une certaine liberté qui est en train de se profiler. Alors Eric, aujourd'hui il y a un nouveau chapitre, vous faites table rase, vous avez déménagé et vous débarrassez d'une partie de vos créations, de votre mobilier, de vos collections. Oui, de prototypage, de prototypes et d'objets personnels et de plein de choses. C'est important de faire un peu table rase, de se remettre à nu pour pouvoir créer complètement d'autres choses. Je pense que ça va faire du bien, oui. Ça, je pense mais ce n'est pas la vraie raison. Moi, je me sépare facilement des choses, donc je n'ai pas de souci avec ça. Vous n'êtes pas attaché aux objets? Non, je ne suis pas attaché aux objets parce que pour les objets que je crée, je sais que je peux en dessiner d'autres.
Donc au contraire, ça me fait couvrir l'appétit. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos objets chez les gens? Ça vous fait plaisir? Ça vous donne Les la objets que je fierté? crée moi, Oui. ça me fait très plaisir. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Oui, ça me fait très plaisir. Vous travaillez beaucoup avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde, puis artistiquement, on travaille, oui, c'est une petite sphère finalement. Donc j'ai souvent mes objets. les meubles que vous dessinez, Oui. principalement, ont cette chose en commun, ils sont assez intemporels. C'est quelque chose que vous recherchez? Énormément, et je ne sais pas comment je fais d'ailleurs pour la rechercher, parce que je pense que je fais appel à une sorte de mémoire visuelle. Je pense que j'ai un très très bon appareil pour enregistrer depuis très longtemps, depuis mon enfance. Et je pense que tout ça, après, ça reste dans un coin. Et quand je suis sur un projet, ça ressort. Mais c'est vrai que j'ai des sortes de dogmes. J'ai toujours envie qu'un objet ne soit pas référencé, enfin, le plus possible. C'est prétentieux, je veux dire, parce que c'est quasiment impossible de dessiner à l'heure actuelle un objet pas référencé. Et souvent, quelquefois, quand j'ai l'impression d'en dessiner un, je me rends compte qu'il a été fait dans l'Antiquité. Mais j'essaye en tout cas de mettre en lumière une sorte de mystère dans l'objet. Bon, on va rester sur ça, sur le mystère. Merci. Merci Eric. Merci Katharina. Dans le repérage du jour, on a marché dans les pas de Le Corbusier et monté les marches de ses architectures visionnaires, sacrées fada. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale sur les traces de Charles-Édouard Jeanneret. Cela ne vous dit rien? Et si on vous dit Le Corbusier, c'est mieux? Eh oui, la véritable identité de l'architecte était Charles-Édouard Jeanneret. Et c'est ici qu'il a habité pendant plus de 30 ans, à la lisière du 16e arrondissement de Paris. Conçue entre 1931 et 1934, cette œuvre est à l'époque un véritable pari pour l'architecte. C'est le premier immeuble de rapport de l'histoire de l'architecture avec des façades entièrement vitrées. Donc même pour les gens qui achètent, les acquéreurs, c'est un peu un pari aussi de savoir s'ils vont accepter de vivre dans ces appartements qui sont extrêmement lumineux. À l'époque, l'agence demande même à Le Corbusier de trouver lui-même certains des acquéreurs de l'immeuble parce que voilà, c'est vraiment inédit. Et heureusement, Le Corbusier remplit facilement son immeuble. À l'époque, il se garde les 2 derniers étages. Pour lui, il aurait eu tort de s'en priver. D'un côté de l'appartement, il vit avec sa femme. De l'autre, il installe son atelier. Oui, parce que je ne vous l'avais peut-être pas dit, mais plus jeune, Le Corbusier voulait être peintre. Souvent, Le Corbusier est connu avant tout comme un architecte, mais c'est en vérité un artiste polymorphe. Il fait de la peinture, de la photographie, de la sculpture, des émaux. Et ici, donc, nous sommes dans son atelier de pratique artistique, de son atelier de peinture, où il travaillait tous les matins, et c'est seulement l'après-midi qu'il se rendait dans son agence d'architecture rue de Sèvres. Donc même sa journée était dissociée en 2 parties pour ces 2 pratiques. Et il disait que sa pratique de peintre nourrissait sa manière de concevoir l'architecture. Allez, quittons l'appartement pour aller voir la Maison Laroche. Elle appartenait à un riche collectionneur, Raoul Laroche. En 1923, il passe commande à Le Corbusier. Il veut à la fois un endroit dans lequel il peut exposer toutes ses œuvres, un peu comme un musée, et aussi un espace pour lui, pour sa vie intime. Une drôle de demande qui plaît forcément à Le Corbusier. L'architecte imagine alors une maison aux formes géométriques très simples, et pour l'époque, ce n'est pas vraiment habituel. C'est la première fois avec cette maison qu'il imagine une promenade architecturale. En fait, si vous entrez dans cette maison, vous êtes obligé de la visiter pour comprendre comment elle est faite. Mais rassurez-vous, Le Corbusier a pensé à tout. C'est très instinctif, il suffit de suivre les perspectives. D'ailleurs, l'appartement atelier, la Maison Laroche et d'autres sont gérés par la Fondation Le Corbusier. Une fondation qu'il a lui-même créée avant sa mort, car il n'avait pas d'héritier et il ne voulait pas que l'on fasse n'importe quoi avec ses œuvres. En parlant d'œuvres, l'une des plus célèbres de l'architecte est sans doute celle de la Cité radieuse à Marseille. Pas besoin d'aller dans le sud pour la voir, il y a une reconstitution d'un appartement type à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. On est en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, dans une ville de Marseille qui a été sinistrée pendant la guerre. Elle a été particulièrement bombardée en 1944. Et c'est le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Raoul Dautry, qui passe commande directe à Le Corbusier d'un ensemble de logements collectifs.
À l'époque, il faut loger le plus de personnes possible sans prendre de place. Alors si on ne peut pas s'étaler, Le Corbusier décide de construire un village à la verticale. Quand on dit village, c'est vraiment un village. Il y a tout à l'intérieur. Pâtisserie, hôtel, restaurant ou encore piscine, l'architecte empile littéralement 337 appartements les uns sur les autres. La grande majorité sont des appartements en duplex. Ils sont très souvent donc traversants avec une double orientation est-ouest qui permet de suivre la course du soleil. Ce sont des appartements qui à l'époque sont un peu plus grands que les autres appartements construits durant cette période. Vous voyez qu'on a un espace de vie qui s'ouvre sur l'extérieur grâce à cette loggia et qui permet de faire entrer la lumière, de faire entrer la nature dans l'appartement. Ici, à Marseille, ailleurs, à Tokyo ou encore à New York, Le Corbusier aura bouleversé le monde de l'architecture et l'architecture du monde entier. Des allures d'instruments de musique, d'objets tribals, mais surtout d'œuvres de céramique, Silver Sentimenti nous ouvre son atelier. L'art de la céramique, vous commencez sans doute à connaître. Premier art du feu, l'usage de la terre modelée et cuite remonte au néolithique. Il a traversé la planète, les âges et les looks, bruts, peints ou émaillés, et demeure omniprésent, notamment quand il s'agit de passer à table. Du bol au vase déco tendance, ce matériau pourrait tout à fait se suffire à lui-même, mais Silver Sentimenti, artisan d'art, a d'autres projets pour lui, entre poterie et broderie. Né en Italie, il s'est formé à la céramique à Faenza et à la scénographie aux Beaux-Arts de Bologne. Il a longtemps travaillé dans la haute couture et la création de costumes avant de revenir en 2014 à ses premières amours, le grès et la porcelaine. Même s'il les connaît bien, il continue chaque jour d'élargir un peu leur champ des possibles. Et ça commence avant même le passage au tour. Je travaille souvent avec des mélanges aussi d'argile, donc j'ai mélange d'une argile plus claire, une argile plus foncée, pour obtenir des striures, donc ce qu'on appelle un aérage sur les terres mêlées, pour apporter un autre langage sous la surface. Quand les terres sont bien mélangées, il faut les façonner. Leurs contrastes se révéleront en toute discrétion après la cuisson. D'ici là, le céramiste doit redoubler d'efforts et d'attention en les tournant pour qu'elles fusionnent parfaitement. On est d'accord, à première vue, ce vase en devenir n'a rien d'exceptionnel. Et pour cause, c'est seulement le tout début du processus créatif. Il y a la forme, il y a les matériaux, il y a les couleurs, il y a la densité du tissage et tout ça. Et donc, s'il y a trop d'éléments, parfois on n'arrive pas à tout lire. Donc c'est pour ça pour ce type de création, j'ai travaillé sur des formes plutôt simples, plutôt stylisées. Silver Sentimenti a fui le tumulte parisien pour travailler la terre à la campagne. Et surtout pour prendre son temps, et du temps, il en faut pour la céramique. Une fois la pièce tournée, elle va reposer pendant plusieurs jours. Alors pour la suite des opérations, notre artiste artisan a une autre pièce déjà prête. C'est une matière vivante, et donc si on ne respecte pas les temps de séchage, la matière ne nous suit pas. On a des casses, on a des déformations. Petit instant mathématique, il quadrille sa pièce avant de la perforer de haut en bas. À l'aide d'un évidoir, il perce des centaines voire des milliers de trous dans ses créations et ça peut prendre plusieurs heures, comme plus d'une journée. Mais attention, pas question pour autant de déléguer ce travail de fourmi à une machine. Les tout petits défauts que la main peut apporter font que la pièce reste vivante. Si on construisait ça à l'ordinateur, il n'y a pas cette chaleur, il n'y a pas cette petite vie qui se dégage par la toute petite imperfection. Et c'est reparti pour un tour de séchage avant la cuisson et l'émaillage. Et la toute dernière étape, on retrouve des petits trous, toujours des petits trous, et celle où Silver appose sa technique signature. Et son côté couturier reprend le dessus. Tel que vous le voyez, il applique le point arrière de broderie sur sa poterie avec un lacet en cuir de vachette. Et il a le sens du détail. À chaque trou, il ajoute une petite rondelle de métal qu'il a lui-même oxydée. Résultat, un look guerrier pour cette toute dernière recrue de sa collection Gladiateur. Une céramique anoblie sur laquelle les artisanats se répondent.
Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment cohabiter les deux et ne pas exploiter la céramique uniquement comme support. L'effet de broder mes objets, de créer un lien entre deux matières, c'est en réalité un lien entre deux disciplines. Un mariage de savoir-faire pour élever ce matériau souvent utilitaire au rang d'œuvre décorative artistique. Quand il ne brode pas ses céramiques, Silver les patine, les cire, les recouvre de feuilles d'or ou de laiton. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre émission spéciale design est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!